Bonjour à tous, je m'appelle Pedro Sousa, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis le président du groupe Plénitude et je vous souhaite la bienvenue à cette troisième journée, troisième séance de débriefing du Connect IT européen organisé par Kaseya. Je vais vous remercier à tous de couper le son pour l'instant, ou peut-être je vais le faire de mon côté juste un petit instant. Voilà, normalement c'est bon. Vous voyez, non, on ne voit plus rien. Normalement, vous devez voir le PowerPoint. Donc, si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser des petits messages sur le côté, vous me le dites. Je disais, merci d'être là pour cette troisième séance de débriefing du Connect IT Kaseya, qui était très intéressant. On est arrivé à la fin des 3 jours. J'espère que vous avez eu l'occasion de suivre une partie des présentations, celle qui vous intéressait le plus. Aujourd'hui, on a décidé de consacrer une dernière séance en partie encore une fois à des pratiques de cybersécurité, un peu concentrées cette fois-ci sur comment gérer le télétravail, ce qui reste encore un sujet pertinent pour beaucoup d'entre nous ou d'entre vous. On terminera, j'aurai le plaisir de présenter cette première partie et par la suite, Bertrand Bévalet va nous présenter l'offre qu'on vient de lancer il y a quelques semaines, qui s'appelle Kaseya Today. Pour moi, c'est une première européenne. Je pense qu'il n'y a aucun autre prestataire en Europe qui a lancé une offre similaire pour l'instant. Et on passe du monde du service managé, c'est ce qu'on pratique nous depuis 10 ans, au service co-managé. On va vous expliquer ce que c'est ça. Le service informatique géré en partage avec les services informatiques en interne. Juste à titre de récapitulatif, on avait commencé le mardi 20 pour vous parler un peu du roadmap IT dans une ère de disruption digitale. Et là, on a parlé des contradictions qu'il y a aujourd'hui entre tous les enjeux de digitalisation, plus de nomadisme, plus de télétravail face aux moyens qui sont aujourd'hui proposés au DSI. Et on vous a proposé quelques pistes sur comment faire face à ces problématiques. Je vous parle de ça parce que s'il y a un de ces sujets qui vous intéresse, surtout n'hésitez pas à nous le dire à la fin. On pourra faire d'autres séances plus ou moins en privé sur des sujets spécifiques, voire venir vous voir pour ces sujets. On a continué à parler, la deuxième partie du mardi, c'était consacré à comment automatiser pour gagner en productivité, comment avec une plateforme comme Kaseya et tout l'écosystème associé à Kaseya, on peut faire plus avec moins, en commençant par le monitoring, en allant jusqu'au reporting, en passant par les mises à jour de sécurité et ainsi de suite. Comment on peut automatiser? Et la clé principale, c'est automatiser pour libérer les équipes, pour faire davantage de choses à plus forte valeur ajoutée. Hier, on a parlé de l'état de choc du marché face à une impuissance face aux cybermenaces. Donc, on y a consacré une petite heure. Et là aussi, on a fait un parallèle entre ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Europe. Et on a partagé un peu de best practice. Je ne vais pas reprendre aujourd'hui, je vais reparler un peu de cybersécurité, mais de façon très appliquée et très concrète à des choses simples qu'on peut mettre en place avec la plateforme Kaseya. Donc, je ne vais pas reprendre tout ce qu'on s'est dit hier, mais au cas où, ce sont des sujets qu'on peut rediscuter en privé après. Et on a parlé d'un autre élément qui est extrêmement important. Bertrand nous a parlé de la gestion de la documentation et des best practices associées à la gestion de la documentation. On sait aujourd'hui que beaucoup d'informations est dans la tête des équipes informatiques donc ça veut dire qu'elle n'est pas sécurisée. Le cerveau humain n'est pas un outil de stockage et elle n'est pas sécurisée, elle n'est pas facilement partagée ou partageable et ça génère beaucoup de problèmes de productivité et de sécurité au sein
d'un service informatique. Bon, et donc aujourd'hui, troisième jour, on revient sur la cybersécurité pour parler de télétravail en particulier. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, Bertrand nous présentera Kaseya Today dans la foulée. Alors commençons, et juste avant un petit rappel, il y a, on n'est plus, j'avais les boutons pour Zoom, hier et avant-hier, ça s'est passé sur Zoom, aujourd'hui on est sur Teams, c'est pas la même chose, mais vous trouvez aussi un bouton questions-réponses, il y a aussi un outil de chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions, à faire des commentaires sur le chat, on les commentera à la fin de chaque mi-temps. Okay. Alors, les 5 tactiques pour gérer l'IT face au télétravail. On a essayé d'aller à l'essentiel et pas à des choses extrêmement complexes. On parle des choses qui peuvent être mises en place assez facilement et assez rapidement. On ne va pas parler de compliance, par exemple, hein, et des sujets qui peuvent être assez complexes entre l'Europe et les États-Unis, notamment pour des sociétés internationales, entre les RGPD et d'autres politiques de compliance qui sont des fois même spécifiques à la santé et ainsi de suite. Donc on va s'adresser à des choses très simples qui peuvent être faites et qui peuvent avec l'aide d'une plateforme comme celle de Kaseya, et qui peuvent vous permettre à vous de vous libérer après pour gérer ces autres sujets comme le compliance, dont on peut parler aussi, mais ailleurs, hein, pas dans le cadre de cette séance. Alors, la pratique la plus importante, bon, juste avant, donc je suis Pedro Sousa, je suis le président du groupe Plénitude. Qu'est-ce que c'est le groupe Plénitude? Donc le groupe Plénitude, c'est un ensemble de 6 entités qui font 26 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020. On se projette à 40 millions l'année prochaine. Et notre métier, c'est l'infogérance dédiée au Figital. Et dans l'infogérance dédiée au Figital, on ne parle plus de l'infogérance en mode simplement infra. On parle d'environnement et d'écosystèmes digitaux partout et n'importe où. Et on parle des couches infra, mais aussi des couches qu'on pourrait mettre au-dessus, comme les ORP, les bases de données et ainsi de suite. Et tout outil digital qui peut compléter le dispositif des systèmes d'information des clients. Donc, on est présent en Île-de-France, dans le Nord, à Compiègne, à Lille. On est présent en Rhône-Alpes, à Grenoble et Annecy. Et depuis très peu en Belgique aussi. Nos 3 axes stratégiques sont la transformation digitale, le maintien en conditions opérationnelles, le fameux MCO, partout et n'importe où, sécurisé, flexible, 24/7. Et troisième point qui fait partie de notre ADN, l'industrialisation du service. Enfin, je mettrai 2 points en un, l'industrialisation du service et la satisfaction client. Les deux sont très liés parce qu'on s'est rendu compte un jour que pour apporter plus de services à nos clients, il fallait industrialiser. Et donc aujourd'hui, on applique à nous-mêmes ce qu'on propose d'appliquer, de faire toujours plus, d'être capable de faire toujours plus avec moins de moyens des fois. Et pour cela, on doit passer par industrialiser notre métier et automatiser beaucoup de ce qu'on fait. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec quelques exemples concrets et là, appliqués au télétravail. Alors, la pratique du télétravail, c'est que on s'est retrouvé, on avait déjà beaucoup de nomades dans nos sociétés, dans nos organisations, mais là, d'un coup, depuis 6 mois, c'est pas les 10% de nomades mais c'est plutôt 90% de nomades et télétravailleurs. Bon, après, ça dépend des organisations, mais le télétravail, c'est démocratisé, est devenu une habitude un peu partout. Il y a des sociétés qui sont même pas revenues dans leurs locaux, j'en connais quelques-unes depuis le mois de mars. Et donc, la pratique que ça présente, on a tous fait ce qu'il fallait faire entre mars et avril, mais on continue, le problème c'est qu'on continue à traiter beaucoup de sujets liés au télétravail de façon un peu professionnelle, mais artisanale ou manuelle. Bon, et donc là, il y a 2 pratiques très importantes dans le télétravail, c'est que les gens se trouvent en dehors des réseaux et plus derrière des pare-feux d'un côté, et par ailleurs, même les équipes informatiques se trouvent à distance. Et donc, il faut capable de faire au moins ce qu'on était capable de faire avant, mais avec ces contraintes. Alors, pour ce faire,
qu'est-ce qu'on fait? Je reviens sur ce que je disais que c'était l'ADN de Groupe Plénitude et c'est ce qu'on propose aussi à nos clients. Il faut apporter beaucoup de standardisation, standardiser les choses. Il faut optimiser, il faut apporter de l'automatisation, donc avec l'aide, entre autres, des workflows. Alors, on est effectivement dans une ère qui commence à être une ère post-Covid, même si on ne s'est pas débarrassé de cette pandémie. Et le problème, c'est que on est obligé de faire tout ça, tout en sachant que beaucoup de nos sociétés peuvent passer par une crise plus ou moins importante. Et donc, les budgets on doit les contrôler davantage, voire les réduire. Et la seule façon de le faire, c'est effectivement de faire en sorte qu'on maîtrise mieux les équipes, les coûts fixes. Et pour faire ça, on a besoin de compléter notre dispositif avec des plateformes technologiques qui permettent d'automatiser. Alors, dans les best practices d'automatisation, on en a parlé mardi. Si je reprends au niveau du service informatique, il y en a pas mal. Hein. Là, j'énumère quelques-unes. Ça commence par... c'est quelques exemples, c'est surtout pas exhaustif, mais ce sont des exemples très concrets qui commencent dans un service desk avec une prise à main à distance extrêmement rapide et automatisée, un accès à la documentation qui est partagée, automatisée, sécurisée, des outils d'aide à la prise de décision avec de l'information contextuelle qui s'affiche quand on est en train de résoudre un incident, des résolutions automatiques d'incidents en fonction on peut avoir des FAQ pour lesquels on peut régler des incidents de façon automatique. On peut avoir du self-service, et on va en parler un petit peu tout à l'heure. Voilà, et ainsi de suite. Et dans le monitoring et le management, évidemment, automatiser le monitoring avec des jeux d'alerte qui nous permettent de remonter les sujets quand ils sont vraiment pertinents, sans avoir besoin d'être en train de regarder plein d'écrans en permanence. C'est quelque chose de basique aujourd'hui. Automatiser les patchings de sécurité, les mises à jour logicielles appliquer tout type de tâches d'optimisation et différents types de scripts avec du PowerShell et ainsi de suite, et de façon automatisée, ça devient un impératif. Et quand on est capable d'associer à cela la standardisation qui doit aller avec, on arrive à des niveaux d'automatisation de nos tâches de l'ordre de 30 à 50% de tout ce qu'on fait. Voilà. Et ça, c'est important parce que ça libère du temps homme dans nos équipes pour faire d'autres choses, pour faire plus. Pour aller se consacrer peut-être un peu plus sur la transformation digitale et la compétitivité ou la productivité de nos organisations. Ou aller faire des tâches à plus forte valeur ajoutée, même dans le métier du service informatique classique associé aux infras. Alors, 5 pistes très simples. Première piste, dans la mise en place du VPN et du monitoring. Là, ce sont des exemples très concrets. On peut parfaitement, bon, ça aurait été utile pour beaucoup d'entre nous au mois de mars, mais on peut continuer à le faire maintenant au fur et à mesure qu'il y a des nouveaux collaborateurs, des nouveaux besoins. On peut automatiser la mise en place des VPN. Donc, la pratique avec les VPN, c'est que c'est important de les monitorer, c'est important de vérifier que les connexions marchent correctement. Mais en amont, Casea peut vous aider à faire le setup intégral de VPN sur les postes de travail, configurer le client VPN et après le monitorer, tout ça de façon très automatisée, complètement automatisée. Et si pour une raison quelconque le service devient indisponible, vous pouvez aussi automatiser le redéploiement du service avec des agents de procédure qui permettent de lancer des scripts PowerShell et recréer de façon automatique la connexion pour l'utilisateur du VPN. Donc, ça représente un gain de temps et un gain de productivité qui peut être énorme pour les équipes quand on est en train de gérer des centaines, voire des milliers de postes de travail à distance, des fois, mais même pour quelques dizaines, élaguer ce type de tâches et de faire en sorte que tout ça marche de façon automatique ou semi-automatique, ça nous procure beaucoup de temps.
Alors, et c'est un exemple concret de quelque chose que Kaseya peut faire et vous permettre de gérer ensemble sans que vos équipes s'en occupent une fois que les procédures sont mises en place. De facto, Kaseya va fonctionner comme un équipier supplémentaire et un équipier qui permettra à votre DG qui va perdre sa connexion Internet, VPN, à 21h du soir, de redémarrer très vite sans que s'en occupe. Donc, Kaseya va être l'équipier supplémentaire qui va travailler 24/7, jour et nuit, sans vacances, sans congé maladie, et ainsi de suite. Bon. Deuxième point très important, deuxième piste, comment gérer et sécuriser le poste de travail. Bon, ça c'est un point très large parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a deux maillons faibles. C'était un sujet permanent dans ces 3 jours de séances chez Connect IT. Les deux maillons faibles de la sécurité aujourd'hui sont l'utilisateur et son poste de travail, ou son interface de travail, parce que ça peut être aussi son téléphone portable, par exemple, ou une tablette. Donc, dans le cadre de la gestion et de la sécurité du poste de travail, il y a plusieurs choses qu'on va pouvoir faire. Évidemment que l'objectif, c'est de garantir que les postes de travail sont sécurisés partout et n'importe où. Et donc, dans ce sens, le premier point qui est très important, c'est qu'on doit déjà patcher. Sachez que 99,6% des vulnérabilités sur les postes de travail sont liées à l'absence de mise à jour. Et quand je parle de mise à jour, on parle d'un sujet extrêmement critique. Je ne parle pas des mises à jour Windows, je parle des mises à jour de tous les logiciels tiers qui sont disponibles sur vos postes, qui sont souvent même gratuits, les navigateurs Internet, les Adobe et d'autres, et qui permettent de travailler en permanence, mais qui doivent, comme tout logiciel, être patchés. Et donc, là, il y a un vrai retard dans les sociétés françaises, les organisations en général, qui se concentrent encore exclusivement, pratiquement, dans beaucoup de cas, sur Windows, quand les pratiques, un hacker, il ne va pas nécessairement se focaliser sur Windows pour accéder, pénétrer dans votre poste. Donc, patcher, c'est important, mais c'est encore plus intéressant quand on peut le faire de façon automatisée et déployer les patchs de façon automatique sur l'ensemble du parc informatique. Et là, je parle des postes, comme on pourrait parler des serveurs, avec un clic, une fois que tout est prêt. Donc ça, c'est très important, mais il faut aller plus loin. Il faut aussi être capable de monitorer les statuts des patchs de façon permanente, là aussi avec des jeux d'alerte qui permettent d'identifier ce qui sort de ce qui est normal. Vous n'avez pas à être derrière des écrans tout le temps. Le système doit vous notifier ce qui va et ce qui ne va pas, ce qui va, c'est pas important, vous le savez, c'est plutôt ce qui sort du cadre de monitoring en règle. Ensuite, vous devez évidemment donc tracer les vulnérabilités, ça c'est aussi extrêmement important, qui peuvent avoir un impact sur le système d'information. Il faut comprendre que le monitoring commence par le monitoring des antivirus et des anti-malware. On doit scanner de façon continue tout cela, aller jusqu'au patch sécurité, et voilà, comme je disais, le monitoring des logiciels tiers. Et après, l'autre élément qui est extrêmement important, c'est qu'on doit, à un moment donné, passer à la phase de management. Donc là, on est plutôt dans la phase de gestion de la sécurité autour du poste de travail. Dans la phase de management, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir gérer énormément de choses sans déranger l'utilisateur final, avec nos outils comme Live Connect, par exemple.
qui permettent d'accéder à distance à un poste, ce qui est normal, mais travailler sur le poste et faire du paramétrage, faire de l'installation des mises à jour sans que l'utilisateur soit impacté et sans que le poste soit ralenti. De même, on peut faire des séances de partage en mode partage avec le collaborateur, que ce soit pour l'accompagner sur la mise en place d'un nouveau outil, que ce soit pour l'aider à se dépatouiller sur la mise en place d'un tableau croisé dynamique, hein, on peut aller jusqu'à la bureautique, en séance partagée, comme si on était à côté de lui. Et donc ça, ce sont des choses qui relèvent. Là, je vous parle des points qui vont bien au-delà de la gestion du poste de travail, mais ce sont des choses qu'on peut faire de façon récurrente avec des outils comme Kaseya. L'autre point qui est extrêmement important dans le management du poste de travail, bon ça, celui-là, il n'est pas vraiment si important que ça. Je vous parle de quelque chose plutôt en temps d'anecdote qui est fait aux États-Unis. Je ne pense pas que ça passe en Europe en général et surtout pas en France. Kaseya peut aller au point de monitorer l'activité de vos collaborateurs. Bon, est-ce qu'on sait à quelle heure les postes sont allumés, à quelle heure ils ne sont pas allumés, s'ils travaillent, s'ils ne travaillent pas. Bon, aux États-Unis, c'est très sympa, ils adorent faire ça, ou certains le font. Je ne pense pas que ce soit très compatible avec ce qu'on fait en Europe, et on le pratique pour aucun de nos clients. En tout cas, enfin, on a des règles éthiques qu'on respecte. Mais juste pour donner une notion de la puissance des outils qu'on peut après utiliser de façon très bienveillante autrement. Bon. Deuxième point, on peut aussi donner des droits d'accès spécifiques pour le télétravailleur avec les outils Kaseya, avec la plateforme Kaseya. Je prends un exemple très concret. On peut attribuer des rôles et un périmètre spécifique à des utilisateurs finaux. Par exemple, ma responsable compta, a sa comptabilité installée sur son poste fixe au bureau. Je peux, avec Kaseya, lui donner un accès à distance, sécurisé. Je peux mettre la double authentification sur cet accès à distance, de façon à être sûr que c'est bien ma compta qui accède à son logiciel de compta dans sa machine physique au bureau, par exemple. Je peux donner accès à d'autres collaborateurs qui ont besoin de faire des transferts de fichiers extrêmement lourds. Je peux donner un accès aussi sécurisé. Et ça, ce sont des exemples concrets de choses qu'on peut faire avec les outils Kaseya en donnant à certains utilisateurs des rôles spécifiques qui leur permettent d'accéder à des ressources, à des machines qui, pour une raison quelconque, soit sont des postes fixes, soit sont des machines qui ont des rôles très spécifiques qui doivent être au sein de la société, ne peuvent pas sortir, mais on a besoin, ça arrive beaucoup dans l'industrie par exemple, on a besoin d'y accéder à distance parce qu'on a besoin d'y accéder à distance, parce que soit on est confiné, soit parce que cette semaine-là, je suis dans une visite dans une autre usine dans un autre pays et pourtant j'ai besoin d'y accéder. Donc ça, ce sont des choses qu'on peut faire de façon assez simple avec Kaseya. Point suivant, quatrième point, le self-service. Ça, c'est encore un sujet qui est très intéressant parce que le self-service me permet, c'est-à-dire les utilisateurs qui apportent le service à eux-mêmes. Je prends un exemple tout bête. Je sens que mon poste commence à ralentir. Moi, je ne suis pas un spécialiste IT, hein, donc je ne sais pas quoi faire pour faire un ménage du poste et faire un clean-up du poste. Par contre, Kaseya, le service IT, a mis à ma disposition un script qui me permet de faire ce travail de clean-up. Voilà, moi je déclenche moi-même le script pour faire le clean-up de mon poste. Je n'ai pas besoin d'appeler le service desk. Le service desk va voir que moi j'ai fait un clean-up du poste, mais il n'y a rien à faire. Ça va beaucoup plus vite parce que c'est moi qui l'ai fait au moment où j'étais disponible pour le faire. Je n'ai pas eu besoin d'appeler, je n'ai pas eu besoin d'attendre un quart d'heure ou une demi-heure pour qu'on me rappelle.
Et pour finalement conclure qu'à ce moment-là, je ne peux plus parce que je suis dans une présentation, dans une réunion Teams, et je ne peux pas à ce moment-là me permettre de faire le clean-up, de faire le ménage du poste, je peux le faire moi-même. Donc tout le monde y gagne, et au niveau des équipes IT, on va gagner beaucoup de temps. De même que je peux faire un reset de mot de passe, j'ai perdu mon mot de passe, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait quand on fait, en général, quand on perd le mot de passe Office 365, pour accéder à la messagerie, bon, on appelle le service desk et on fait un reset. Est-ce que je peux le faire moi-même? Oui. Voilà. Et donc ça, c'est le genre de service qui permet, donc c'est ce qu'on appelle le self-service, qui permet d'éliminer beaucoup de travail pour les équipes. Le reset de mot de passe, c'est une activité très importante au niveau du service desk. Je pense que pour ceux qui ont des services desk, pour qui s'y connaissent un peu, ils sont parfaitement conscients de ça. Et donc, ça, c'est le genre de choses qu'on peut automatiser et donc apporter plus de services tout en faisant moins. Cinquième point, alors là, on rentre dans les sujets extrêmement sensibles. Je vous disais tout à l'heure que les deux maillons faibles dans la sécurité aujourd'hui sont le poste de travail et l'utilisateur. Bon, on a abordé pas mal de sujets là sur la sécurisation des postes de travail, comment protéger. On a parlé un peu d'antivirus, anti-malware. J'ajouterais simplement que il faut passer aux antivirus de dernière génération, de la même façon qu'il faut avoir des pare-feux de dernière génération qui permettent de tenir compte des cybermenaces d'aujourd'hui et pas celles d'il y a 5 ans. Donc ça, c'est un point extrêmement important. On a parlé des mises à jour de sécurité qui permettent de réduire de 99,6% la surface de vulnérabilité des postes. Et donc, il reste un dernier point, au cas où il y a un problème, le poste est compromis, hein, il est cryptoloqué, ou mon DG a laissé, sans se rendre compte, son poste dans l'avion. Hein. Qu'est-ce que je fais? Parce que c'est sûr que malgré le fait qu'on leur dit de travailler sur des outils partagés de l'entreprise, tous les dirigeants d'entreprise, ou pratiquement tous, vont finalement travailler sur son poste de travail, sur leur disque dur. Et donc finalement, le jour J où il y a un problème grave, on se retrouve avec un vrai problème entre les mains. Donc, astuce numéro 5, la sauvegarde des postes de travail. Extrêmement important pour faire face pour avoir un plan B au cas où. Alors, la sauvegarde des postes de travail, c'est un sujet aussi extrêmement intéressant pour la plateforme Casea, parce que tout ça aussi, ça peut être parfaitement automatisé. On peut, là aussi, avec des systèmes d'alerte et des jeux d'alerte, comprendre quand ça se passe bien, quand ça se passe mal, une sauvegarde, je parle. On peut même faire comme pour les serveurs, des tests automatiques. C'est un sujet dont on n'a pas parlé, que j'aurais pu parfaitement ajouter dans cette liste, mais qui concerne un peu moins le télétravail. Là, on parle tous les jours de faire des tests de sauvegarde, et on sait bien, faire un vrai test de sauvegarde, c'est pas vérifier, confirmer qu'on a reçu un email qui dit que la sauvegarde s'est bien passée, remonter les images, remonter l'ensemble du système. Il y a des outils qui nous permettent, notamment avec l'écosystème Casea, qui nous permettent de faire ça de façon automatique. Voilà. Et de faire des tests récurrents de sauvegarde. Et donc là aussi, pour les postes de travail, c'est la même problématique. On peut gérer tout ça de façon standardisée, optimisée et automatisée, de façon à avoir un plan B toujours au cas où. Mes 5 pistes sont celles-là. J'ajouterai une 6e, c'est tout un autre domaine d'activité. On en a parlé un petit peu hier. On est aujourd'hui face, et j'en ai parlé un petit peu aujourd'hui aussi, parce que quand je dis qu'il y a 2 maillons faibles dans la chaîne de sécurité des entreprises et des organisations, les postes. Je n'ai pas beaucoup parlé de l'utilisateur là dans la dernière demi-heure. Alors, on a un peu parlé hier. Je vais répéter un peu de façon légèrement différente ce qu'on a dit hier, mais co-responsabiliser et sensibiliser les utilisateurs aux risques liés aux cybermenaces, c'est
extrêmement urgent. Vos utilisateurs en mode télétravail, ils ne sont plus derrière un pare-feu. Et même quand ils étaient derrière un pare-feu, le problème n'était pas résolu, sauf que le problème devient exponentiellement plus important quand ils ne sont pas derrière un pare-feu. Vos directions, vos dirigeants, vos commerciaux ne sont jamais derrière un pare-feu, n'étaient jamais derrière un pare-feu pendant beaucoup de leur période de travail. Et donc, aujourd'hui, il est essentiel de co-responsabiliser. Et pour co-responsabiliser, il faut au strict minimum mettre en place une charte informatique qui permet d'assurer qu'il y a une conscience collective des risques liés à l'informatique et une responsabilité, que dans certains cas, on peut aller jusqu'au licenciement de quelqu'un qui a un comportement qui est complètement abusif et qui frotte un comportement suicidaire. On le voit, hein. Il y a des cas concrets, on a des cas concrets parmi nos clients. Et après, mais bon, on reste dans un mode plutôt, dans une utilisation plutôt bienveillante de cette notion de sensibilisation des utilisateurs. Et après, dans la notion au-delà de la co-responsabilisation, la notion de sensibilisation passe par former nos collaborateurs de façon continue, en présentiel et en e-learning, à tous ces bons comportements qu'on doit adopter pour faire face au risque de cyberattaques et de cybermenaces. Et en complément de cela, il est extrêmement important de les tester. On forme et on vérifie que la formation a eu un effet. Et quand on rentre dans ce cercle vertueux qui est de former, tester, former, tester, former, tester, à la fin de 3-4 formations sur un espace de 6 mois, le niveau de risque que les collaborateurs sont prêts à assumer, il se réduit extrêmement. Les réductions, on arrive à réduire de 80-95%, ça dépend des sociétés, ça dépend un peu de la culture de l'entreprise aussi. Les risques que nos collaborateurs sont prêts à prendre ou qu'ils font de façon sans se rendre compte. Je ne veux pas dire que les gens font exprès, mais on est aujourd'hui, c'est très facile de cliquer au mauvais endroit sans qu'on se rende compte. Je dirais à ce propos que aujourd'hui, plus de 80% des incidents de sécurité sont provoqués par une erreur humaine. Et souvent, l'erreur humaine ne commence pas dans le service informatique. Elle commence par l'utilisateur lambda qui est cryptoloqué, qui donne sans se rendre compte l'accès à son poste. Et à partir de cet accès à son poste, on va pénétrer progressivement jusqu'à arriver à des données extrêmement sensibles et à faire des dommages, à provoquer des dommages qui sont extrêmement importants. Voilà ce que j'avais à vous dire. 5 pistes plus cette 6e qui est un chantier en soi, mais voilà, 6 exemples concrets de comment faire face aujourd'hui encore aux problématiques de cybersécurité en mode télétravail.